Eh bien, bonjour à tous et bonjour Steve. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Culture Athlétique et puis bienvenue sur cet espace de discussion. Merci Rémi, bonjour à tous, bonjour à toi et ravi, merci pour ton accueil. Eh bien, avec grand plaisir, grand plaisir. Avant que je te demande de te présenter, je voudrais remercier Rudy Koya, puisque c'est grâce à lui que je t'ai découvert et que j'ai découvert ton travail, que j'appréhende depuis quelques semaines maintenant, et qui me parle énormément et qui, j'espère, va parler à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup. Alors, d'habitude, je prépare mes entretiens, tu vois, et puis là, en fait, vu que je ne savais pas trop comment te situer, ce qui est une très bonne chose, tu vois, j'ai pas du tout d'étiquette ou de choses pour te décrire en un seul mot ou en deux mots, tout simplement. Euh, j'ai pas préparé de questions, tu vois. Je me suis juste donné des thématiques dans lesquelles on va Go with the évoluer. flow. Très bien. Exactement, tu vois. Déjà qu'à distance, c'est compliqué. On l'a vu en off, tu vois, juste, tu vois, d'échanger, juste de réussir à échanger déjà avec la technologie. Mais voilà, je voulais absolument que ce podcast, il soit full, voilà, vibe, Intuition, tu vois, instinct, intuition et instinct, ça me exactement. va. Et je pense que ça te représente beaucoup, donc je voulais faire ça comme ça. Bon, ben super, ça me va évidemment très très bien. On va avec le moment présent et on voit ce qui se présente. On découvre ensemble. Exactement. Bah écoute, je te laisse te présenter, si tu Ok. veux bien. Mais c'est assez intéressant ce que tu disais parce que tu disais ne pas savoir trop comment me définir ou me présenter. Et, euh, et je dirais que c'est un peu la même chose, tout simplement parce que je pense que en tant qu'être humain, euh, nous sommes des êtres justement multidimensionnels. On est plein de choses à la fois. Donc, on peut toujours se dire, et je vais tâcher de le faire évidemment. Voilà ce que je fais, voilà dans quelle case je rentre au sein de la société, au sein du monde. Mhm. Mais on pourrait tous se définir de plein de manières. Je pourrais me définir comme un être humain, comme quelqu'un qui enseigne, comme quelqu'un qui pratique, comme quelqu'un qui apprend ou comme quelqu'un qui transmet. Euh, je veux dire, il y a plein de manières. Pour certains, on est des maris, des pères, nous sommes tous des fils, des enfants. Donc c'est je dirais la beauté et la multiplicité de ce que nous sommes qui est un mouvement constant, qui est un processus et dans lequel finalement on a la liberté d'être une multitude de choses. Et je dirais que lorsque j'ai pu réaliser cette multiplicité que nous avons en nous, ça m'a aussi donné cet élan de n'être qu'une chose quelque part. En tout cas, c'est suivre, être cette personne qui peut suivre son cœur, qui peut faire ce qu'il aime, qui peut s'exprimer euh, et qui peut être libre justement d'embrasser ce mouvement de la personnalité, qui n'est pas fixe, qui est quelque chose qui évolue en fonction des différentes périodes de vie, en fonction des différentes interactions évidemment. On est tous en relation, en interdépendance, donc c'est ce qui est intéressant. Et pour te schématiser un peu plus quel est mon mode de vie ou ce à quoi j'ai principalement dédié ma vie, en tout cas aujourd'hui et depuis maintenant plus de 15 ans, c'est vraiment la transmission et je dirais une transmission holistique, donc du holisme qui comprend la globalité de ce que nous pouvons être en tant qu'humain et donc principalement je dirais le corps et l'esprit, le corps et la conscience. Et ce qui m'intéresse depuis toutes ces années et ce que j'aime transmettre et ce sur quoi j'aime toujours continuer d'apprendre, c'est en fait comment est-ce que l'on peut développer ce potentiel humain, comment est-ce que l'on peut l'explorer et l'exprimer. Et, euh, et ça passe beaucoup donc par différentes pratiques, disons du corps, une manière de s'entraîner, mais je dirais pas que c'est du sport, je dirais plus que c'est une compréhension de ce qu'est le corps physique et comment est-ce qu'on peut le déployer dans le mouvement, dans le renforcement, la préparation physique, disons, mais aussi dans le côté artistique, que ce soit avec les arts martiaux, avec la danse, avec la relation via la pratique du corps. Et à l'image de tout ce que l'on peut faire avec ce corps physique, comment est-ce que l'on peut déployer et investiguer sur ce qu'est notre conscience, notre esprit. Euh, et cela prend place donc dans ce lieu notamment qui est un dojo, et après, ça prend plein de formes, des stages, des conférences, du suivi vraiment
d'une personne à la fois, disons du mentoring, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de se dire, l'humain, le vivant me passionne profondément et rien ne me rend plus heureux que de pouvoir permettre à d'autres d'aller chercher en eux leur singularité, leur spécificité et finalement peut-être de pouvoir les accompagner à un moment donné pour qu'ils puissent ensuite apporter leur lumière, leur talent, leur propre mode d'expression dans cette vie et finalement au service des autres quelque part. Ce que l'on donne, le meilleur de ce que l'on peut donner a forcément un impact sur les autres de manière positive. Bien sûr, oui, oui, ça résonne en nous complètement, oui. Tout à fait. Et alors vraiment, tu es ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Vraiment, j'aime bien dire, c'est un crossover entre les pratiques culturelles, artistiques et le côté sportif, ou en tout cas l'activité physique en tant que telle. Et vraiment, je suis encore une fois, je suis très heureux de te recevoir et merci pour cette description de toi-même et cette présentation. Donc écoute, donc voilà, tu nous as parlé un petit peu d'entraînement holistique. Alors avant comment dire, de te connaître, enfin, je savais pas du tout ce que c'était que l'entraînement holistique. Je m'intéresse beaucoup plus en ce moment, c'est vrai, au développement sportif, donc allier beaucoup de, voilà, la force, l'hypertrophie, parce que avant, enfin, je viens de l'hypertrophie, mais combiner beaucoup de choses, le cardiovasculaire, etc. Et là, ça a encore ouvert d'autres portes, tu vois, d'autres choses. Je me suis intéressé à la respiration, notamment, des choses comme ça. Et franchement, je me suis dit, putain, mais oui, en fait, c'est ça, tu vois, que tout le monde devrait explorer. Que ce soit du coup le corps et l'esprit, l'âme, enfin tellement de choses quoi, tellement de sujets. Tout se rejoint, Mm. tout se connecte. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, alors déjà, qu'est-ce que pourrait être l'entraînement holistique? Ce mot, je dirais, c'est le seul que j'ai trouvé aujourd'hui qui peut exprimer ma compréhension de ce que pourrait être une approche donc globale, sans fragmenter, sans segmenter le corps et l'esprit, et sans dire qu'on se spécialise. Non pas que c'est pas génial de spécialiser dans un sport ou dans un art, hein, Mhm. mais euh, mon approche, je dirais, en fait, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'est le yoga originel ou les arts martiaux, certains arts martiaux au niveau originel, vraiment dans la partie la plus ancestrale, qui n'est pas une partie sportive, qui n'a pas de but de compétition, mais qui sont bel et bien des voies intégrales, des voies d'expression, d'expansion de l'être, de ce que nous sommes. Et donc, c'est de pouvoir rassembler, mais moi ça s'est fait au fil des années, hein. J'ai la chance d'avoir commencé finalement les arts martiaux il y a une trentaine d'années, à 4 ans, et d'avoir toujours été dans le mouvement, le corps, donc ces différents arts martiaux, la danse, et puis des études de préparateur physique, il y a même eu Mhm. des compétitions de culturisme, il y a eu vraiment poussé le corps, l'hypertrophie, la force, le combat, l'expression sur scène. Et en fait, toutes ces années, et puis le yoga par la suite, la méditation, toute la partie, je dirais, plus de l'ordre de la conscience, tout ça, c'est imbriqué. Et en fait, c'était comme si j'avais dû redécouvrir par l'expérience, la pratique et la transmission ce que pouvait être originellement des voies comme les voies yogiques, comme le yoga. C'est-à-dire que euh, nous avons tellement de capacités en nous qu'il nous faut bien trouver des voies et des outils pour tenter de permettre à ces capacités, à ces potentiels de s'exprimer. Et donc, de là me venait cet instinct de se dire qu'il fallait trouver plutôt une manière pour s'entraîner qui était un peu comme un tronc commun, quelque chose de global, non pas pour être très bon dans un domaine, mais pour être très bon dans le domaine qu'on appelle la vie. En tout cas, très bon, c'est pas le bon mot, c'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est plus une question de se dire comment est-ce que je révèle, tu vois, j'ouvre ce que j'ai en moi, mais dans quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du conformisme, des voies qui me permettent de trouver par moi-même ma propre voie d'expression. Et pour ça, c'est pareil, on ne peut pas segmenter le corps et l'esprit. Ils sont totalement intriqués. Conscience et corps physique, ou âme et corps physique, sont en relation, en intrication totale. Quelque part, le corps
est un ordinateur qui reçoit l'information de l'âme et qui le traite. Ça, c'est ce que nous disent les enseignements yogiques, hindouistes, bouddhistes et bien d'autres. Eh bien, c'était aller dans cette compréhension et finalement renouer avec ce que nos anciens avaient compris par l'observation de la nature, en fait, et du corps humain. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des arts martiaux ou des voies martiales comme, citons par exemple tout ce qui est l'art Shaolin. On a aussi bien la méditation, différentes formes d'art, la respiration, euh, l'entraînement en interne et l'entraînement en externe. Donc ça, c'est vraiment des voies multidisciplinaires qui viennent tous en fait se réunir au service d'une expression globale de l'être. Et donc moi, je tâche de m'inscrire dans ces traditions, sans pouvoir dire c'est du kung-fu, c'est du tai chi, c'est de la méditation. D'accord. Et du coup, donc, comment cette approche, donc, on va dire globale, donc, de tout ce que tu viens de nous citer, comment ça s'est, est-ce que tu en as hérité? Par exemple, je pense à, je sais pas, à ta famille, par exemple, tes parents. Est-ce qu'il y a eu une part d'héritage là-dedans, ou est-ce que ça s'est construit parce qu'il y a eu des influences à droite à gauche? Alors il y a eu un socle familial et j'ai beaucoup de gratitude, je rends grâce pour tout ce que j'ai pu recevoir dès l'enfance. Mon père, donc c'est lui qui m'a mis aux arts martiaux très très jeune. Il pratique l'aïkido, qui est aussi une certaine approche très philosophique des arts martiaux. Ma mère est méditante, elle médite toujours, notamment la méditation transcendantale, qui est pas une méditation que j'ai particulièrement étudiée, mais dans tous les cas, ça m'a intéressé à ce que pouvait être la méditation. Et ma grand-mère qui m'a élevé jeune, parce que mes parents travaillaient beaucoup à ce moment-là. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, qui elle était une femme très mystique, mais je dirais au sens de tâcher de voir l'invisible, de comprendre ce qui se passe de manière plus subtile, d'aller plus loin que ce que nous dit quelque part la société occidentale, ce que nous dit même euh, ce que l'on apprend un peu de manière courante. Elle avait vraiment, c'était une femme qui avait grandi de manière très simple dans la nature. Elle avait développé cette espèce de mystique instinctive et non dogmatique. Et elle me l'a transmis dans la manière d'interagir avec le végétal, avec les animaux, de prier, de demander avec son cœur, de se connecter, de rendre grâce. Et elle pratiquait le tai chi. Donc je pense qu'elle a été une de ses grandes influences. Et puis après, ça s'est fait, en fait, c'était comme des petites graines dans ma conscience et aussi le fait d'avoir très tôt commencé par ce corps sur le tatami, au dojo, ça s'est inscrit, je dirais, en moi. Et finalement, ça a été assez instinctif, l'envie d'apprendre et de transmettre. Et durant mon adolescence, j'ai réalisé très tôt que je ne voulais faire que ça de ma vie, en fait, de transmettre et ces choses qui m'apportaient tant. Et donc là, j'ai entrepris toutes mes études à l'INSEP, notamment de préparation physique. Je me suis intéressé à la nutrition, vraiment au côté athlétique et travaillé au début vraiment sur le corps de manière purement, je dirais, externe, c'est-à-dire la performance, l'esthétisme, accompagner des athlètes, faire du personal training, je dirais, sportif. J'ai commencé comme ça, à 17 ans en alternance. Mais en fait, très vite, je dirais que cette dimension plus euh, mystique, encore une fois, mais en tout cas de l'ordre de la conscience, de ce que l'on pouvait explorer avec notre esprit, c'est venu s'imbriquer. Et j'ai approfondi donc les pratiques martiales, mais aussi dans les pratiques, en fait, avec les dimensions plus philosophiques et spirituelles que ces arts martiaux pouvaient nous entraîner. Et ça a ouvert la porte du yoga. Et puis après, la rencontre avec le domaine artistique. Et en fait, toutes ces petites choses qui peuvent paraître éparses, même parfois antagonistes ou antinomiques, et ben au bout de quelques temps, à cheminer, à être très curieux finalement, tout s'est rassemblé et ça a été comme une forme d'éveil en se disant mais pourquoi est-ce qu'on fragmente tout ça alors qu'on a la possibilité en fait en faisant preuve d'organisation mais de se nourrir de ces différentes voies pour justement s'exprimer et pour justement aller vraiment plus loin dans ce que l'on peut développer chez nous. On peut être fort, on peut être souple, on peut être athlétique, on peut se défendre, mais on peut aussi être artistique, on peut aussi voir la pratique physique comme quelque chose de spirituel, on peut voir la pratique méditative comme quelque chose de très physique. Et donc en fait cette recherche, elle s'est révélée d'elle-même. Et le jour où ça a commencé à être une forme d'évidence pour moi,
j'ai quand même continué à aller apprendre de certains mentors, notamment par le yoga ou les arts martiaux. Mais c'est là où j'ai compris que ma voie de transmission devait prendre cette tonalité et que j'y apportais cette couleur, mais que finalement, elle s'inscrivait dans la continuité de ces transmissions ancestrales. D'accord. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et euh, en ce moment, donc, je suis en CQP pour justement le personal training, etc. Donc tout ça, en fait, je m'ouvre aussi à tout tous ces biais dont tu parles. En tout cas, je m'y intéresse. Et c'est vrai qu'en France, je sais pas si heureusement ou malheureusement, mais on a tendance, comme tu disais, à fragmenter beaucoup de choses. Euh, et quand tu te balades un peu à l'étranger, tu retrouves des centres d'entraînement et pas une salle de musculation, une salle de yoga, une salle de trucs, une salle de machin. Et des fois, il y a des lieux, simplement, tu vas t'entraîner. Mm. Mais t'entraîner, c'est très large. Ça peut être Mm. faire de la force, faire, comme tu dis, des exercices de respiration. Ça peut être... Et il y a plein de choses que tu dis qui me parlent, mais qui n'ont pas l'air de s'imbriquer bien en France, quoi, tu vois. Et du coup, alors, ma question aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des voyages qui t'ont éveillé à ça? Est-ce que ton esprit s'est éveillé du coup tu nous as dit, par le côté familial, un socle très précieux et puis qui t'a fait évoluer, et d'autres influences, et puis juste toi-même, en fait, qui avait envie de découvrir d'autres pratiques et puis d'expérimenter sur toi. Est-ce que le voyage a eu un rôle majeur Ah oui, un rôle dans ta pratique? majeur, clairement. Clairement, beaucoup de voyages géographiques et beaucoup de voyages internes aussi, grâce aux états de conscience élargis, de la méditation notamment. Et puis, on pourra éventuellement en parler, mais euh, la rencontre avec des traditions chamaniques et la découverte des états de conscience élargis grâce aux entéogènes, aux plantes médecines. Donc, ça a été des voyages internes, ça a été des voyages externes qui ont finalement permis à ce champ de conscience en fait de s'élargir et de pouvoir peut-être au lieu de voir ce qui pouvait être organisé ou segmenté, pour en revenir à cette idée de mettre les choses dans des boîtes, plutôt voir comment est-ce qu'on pouvait tisser du lien entre différents domaines, entre différentes activités, et finalement du lien d'autant plus entre les humains, entre les gens. Et c'est ça, je pense, qui m'a intéressé assez jeune et qui, oui, bien sûr, ça a donné aussi l'envie de voyager et de rencontrer d'autres cultures et d'autres manières. Euh, j'ai beaucoup voyagé justement et je continue de le faire pour aller me former, pour continuer d'apprendre, pour aller rencontrer des mentors, des experts, des personnes qui vraiment peuvent t'amener une autre vision et te partager aussi leur vision du monde, leur compréhension. Et ça a été assez jeune aussi, cet instinct de prendre le sac à dos et d'aller arpenter le monde. Pour ma part, ça a été principalement l'Asie, et c'est toujours un continent qui a une place assez particulière dans mon cœur, notamment la Thaïlande et puis le Japon. Et ça a été beaucoup pour l'entraînement, c'est-à-dire qu'en Thaïlande, par exemple, j'aimais vraiment prendre le temps d'aller dans les camps de boxe thaï, de pratiquer là-bas avec cette vision aussi traditionnelle du Muay Thai en tant qu'art martial, là aussi où la dimension mystique et spirituelle et philosophique est omniprésente. Hein. Même s'il y a toute une partie qui est aussi très sportive et très de l'ordre du combat, il y a aussi des parties très traditionnelles. Ça dépend de où est-ce qu'on va pratiquer le Muay Thai et avec qui. Et puis j'ai en profité parce que comme c'est des lieux où géographiquement il y avait aussi bien des camps de boxe thaï que des ashrams de yoga ou des temples bouddhistes, et ben c'était vraiment ce moment de se dire je vais m'immerger dans ces différents enseignements et puis je prenais vraiment le temps d'aller au temple méditer, d'aller dans les ashrams de yoga pratiquer différentes formes de yoga et puis d'aller aussi dans cette essence martiale comme celle qu'on peut retrouver en Asie et notamment en Thaïlande. Et ça a été mes premiers voyages, en tout cas où il y avait une immersion qui a nourri aussi cette approche holistique, qui a nourri cette manière de dire on va aborder l'entraînement mais de manière différente, de manière plus profonde. Et finalement, j'ai adoré, et toujours, ça me passionne toujours, le côté très scientifique, athlétique. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs hyper intéressant avec la physiologie, l'anatomie, en plus en étant à l'INSEP, avec les athlètes de haut niveau, c'est fantastique cette approche très scientifique. Mais de pouvoir la compléter
euh, avec des enseignants yoga qui vont avoir une autre vision du corps, avec une autre approche énergétique, holistique, justement globale, connectée à l'Ayurveda, à la médecine chinoise, aux compréhensions de centres énergétiques, dans l'interaction avec l'environnement, un peu à l'image de la médecine en Asie, en comparaison de la médecine en Occident. En Occident, c'est merveilleux, on peut faire des opérations à cœur ouvert, de la neurochirurgie du cerveau, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est très segmenté. Alors qu'en Asie, on va comprendre que quelqu'un qui souffre, en Asie ou dans plein d'autres parties, en Afrique, Mhm. dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique, notamment latine, c'est-à-dire que tous ces peuples autochtones et toutes ces cultures qui sont restées très proches de l'environnement et de la nature ont toujours compris que pour traiter l'humain, il fallait le comprendre dans toutes ses dimensions, spirituelles, physiques, émotionnelles. Et ben, c'était aussi pour moi ces voyages, c'était une manière d'ouvrir et de comprendre que euh, on, tout était interconnecté. Je pouvais plus approcher mes élèves, les gens que j'entraînais, les personnes que j'accompagnais en ne regardant que leur corps. Parce qu'il y avait toute une histoire d'état d'esprit, de conscience, de conditionnement, de vécu, et puis tout un terrain émotionnel. Et ça a été, oui, vraiment le voyage qui m'a aussi permis de le comprendre. Et déjà en travaillant sur moi en premier plan, déjà passer par soi pour découvrir les blocages, les résistances, tous les schémas limitants et toutes ces choses-là, et comprendre que lorsqu'on débloque des choses dans notre conscience, nous débloquons des choses dans notre corps, et inversement. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que parmi ces voyages, du coup, il y a, tu nous disais la Thaïlande, mais est-ce qu'il y a un voyage particulier qui t'a réellement fait changer, pas de mindset, je dirais, mais tu vois, qui t'a fait prendre conscience réellement de quelque chose de supérieur, tu vois? Alors, il y en a pas eu un en particulier. Ça a toujours été des nouvelles portes, des nouvelles ouvertures, des nouveaux champs. Euh, Là, ce qui me vient instinctivement quand même, c'est le Japon, hein. C'est un pays qui m'a particulièrement influencé, d'où le dojo aussi ici, dans lequel je me trouve, qui est vraiment un lieu que j'ai créé aussi à l'image de cette transmission qui peut être aussi bien de l'ordre de la danse que de la méditation, que des arts martiaux, que de la respiration, mais avec une idée. Dojo en japonais, c'est le lieu de la voix. C'est vraiment un lieu qui est presque un sanctuaire. Ce n'est pas une salle de sport. C'est pénétrer dans un espace, dans un certain état, et en s'en remettant presque à une approche. Oui, ce que je vais faire, c'est spirituel. Même si ça prend une forme de circuit training, même si ça prend une forme de préparation physique, je comprends que j'engage mon corps physique au service de mon âme, que cette machine, cette technologie incroyable qu'est le corps humain, en fait, c'est quelque chose qui permet à mon essence profonde de s'exprimer. Donc chaque pompe, chaque traction, chaque coup de poing dans le sac, c'est pas juste mettre le corps en mouvement et faire du cardio. C'est merveilleux et ça c'est très bien pour certains à certains aspects. Mais d'un autre côté, c'est vraiment de comprendre que tout peut être fait en conscience et ça amène une énorme profondeur dans ta pratique. Et je dirais qu'au Japon, ça, je l'ai découvert. Enfin, j'en avais déjà la conscience et c'est comme ça que je tâchais de m'entraîner et de pratiquer aussi bien le corps que l'esprit, la méditation que le mouvement, mais d'aller voir des maîtres, notamment de sabre, notamment d'aïkido, de voir dans quel état ils se mettaient pour leur pratique, ça a été une grande source d'inspiration. Parce que le zen, qui est donc un des bouddhismes, un des grands courants du bouddhisme que l'on retrouve au Japon, il est imbriqué avec les arts martiaux, il est intriqué. Et donc il y a de nombreuses pratiques, notamment le kyudo, qui est aussi le tir à l'arc japonais, où en fait, peu importe la flèche, peu importe la distance, peu importe que la flèche touche la cible ou pas, mais c'est l'abandon total, c'est-à-dire que au moment où cette flèche est lâchée, celui qui lâche la flèche, l'arc et la flèche ne sont qu'un. Alors là, ça peut paraître être des grands mots, mais pour arriver à ce niveau de pratique et d'abandon du soi, de dissolution dans une dimension bien plus vaste auquel nous avons tous accès, mais qui est au-delà du mental, eh bien, c'est des années de pratique et des années d'une pratique consciente, spirituelle, philosophique et physique. Et le Japon, pour moi, a été donc une grande source d'inspiration en ce sens. C'est-à-dire qu'on étudie que tout nourrit la voix, que chaque pompe, chaque sparring, tout ce que l'on fait, selon la manière dont on le fait, ça nourrit notre voix.
Et c'est une voie intégrale, encore une fois. C'est quelque chose qui, certes, travaille mon corps et me maintient en bonne santé, voire me développe dans mes performances, mais me révèle en tant qu'humain, en tant que conscience, et me permet d'aller chercher par moi-même ce qu'on peut appeler la spiritualité, non formatée, de comprendre mon interaction avec l'environnement. Hein, quand on parlait de la flèche et de la cible dans le Kyudo, c'est de comprendre que tout est interconnecté. Et que quelque part, lorsque je m'en remets à un lâcher-prise complet, le mouvement de cette flèche peut être d'autant plus juste, le mouvement de ce sabre peut être d'autant plus juste, comme dans la danse. Plus le danseur va être dans un lâcher-prise, dans une connexion avec ses partenaires ou l'environnement, plus le mouvement va être gracieux. C'est presque comme si notre part de divine, notre part de créativité et de réception instantanée pouvait s'exprimer dans l'instant parce qu'il n'y a plus le filtre du mental. Je deviens ce canal dans sa pure expression. Et c'est finalement aussi ce qui m'a beaucoup touché dans ces approches martiales telles qu'elles sont encore pratiquées dans certaines parties du monde, comme au Japon. D'accord. Ok, et du coup, donc dans ta pratique quotidienne avec, donc je sais pas si c'est des clients ou des élèves que tu as. Je dirais plus euh, élève, même ouais, si c'est finalement hein, c'est mon métier et c'est avec ça que je gagne ma vie, je dirais, mais je le vois vraiment comme la transmission. C'est, on n'est pas là pour avoir un échange, euh, je dirais, de type purement financier, c'est assez évident. Mais ce que je veux bien dire, sûr. c'est que mon intention profonde, c'est de permettre à l'autre de trouver par lui-même. Donner des clés. Sans formater, exactement. Mais pour ça, il faut aller chercher au fond de la personne que tu accompagnes. Et ça mérite une Mhm. empathie, ça implique une empathie et un degré de connexion et d'observation de l'autre qui est très profond. Et Mhm. en ce sens, j'aime l'idée d'élève parce qu'on s'élève. Hein, on s'élève en termes de conscience, on s'élève en termes d'exigence et de profondeur. C'est pas juste je viens, je consomme et je repars. Bien sûr. C'est, Je pense ouais. que c'est l'idée que même tous les coachs ou préparateurs physiques devraient se dire aussi, c'est que tu transmets quelque chose et c'est pas juste là pour voilà être un client et basta et tu fais ton bise et tu fais ta vie et voilà, c'est très grossier ce que je dis, mais tu vois, Mm. c'est pas du tout l'idée qu'on devrait s'en faire quoi. Comme tu disais, le corps c'est un outil fantastique qui est complètement lié à l'esprit et c'est hyper intéressant. Et donc du coup dans cette approche-là, donc peu importe, par exemple si moi demain je viens dans ton dojo, dans ton lieu de travail, d'introspection, etc. Euh, voilà, je te dis, j'aimerais développer plusieurs capacités, donc je sais pas, cardiovasculaire, etc. Élever mon corps, etc. Par quoi tu me ferais commencer par exemple? Mm. Évidemment, ça dépend de chaque profil, ça dépend de chaque J'imagine. besoin. Hein. Je travaille avec vraiment différents profils. Si on prend l'exemple du suivi personnel, du mentoring, donc c'est une seule personne à la fois. Parmi les personnes dont je m'occupe depuis maintenant une quinzaine d'années, beaucoup de personnes créatives, beaucoup de créatifs. Donc j'accompagne notamment des artistes, hein, que ce soit des plasticiens, hein, des photographes, des danseurs. Beaucoup travaillé avec des personnes du cinéma aussi, des acteurs des gens qui avaient besoin de se préparer physiquement, mentalement pour des rôles, mais aussi des athlètes ou donc des athlètes pros. Hein, ça aussi, j'accompagne différents athlètes ou des personnes qui ont, par exemple, des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs. Je dirais, en tout cas, ce qui est commun dans ces différents profils, c'est, ce sont des profils qui vont avoir tendance à naturellement avoir une ouverture d'esprit en me disant, je vais aller chercher plus loin. Je veux trouver une approche qui me permette d'aller trouver des choses au fond de moi, des réponses beaucoup plus profondes que juste me dire que je vais transformer mon corps, mon physique. Euh, et finalement, c'est par résonance. Et je pense que c'est pour ça que je me suis souvent beaucoup rapproché du milieu artistique. C'est que les artistes qui utilisent leur corps comme instrument, comme vecteur pour permettre à leur art de s'exprimer et de justement d'être dans cet état de flow, de réception et de transmission, ben, il y avait une compréhension euh, que cette passerelle qu'est le corps entre les dimensions non manifestées, tout ce que l'esprit peut capter, ce champ informationnel, ce champ de conscience, et ben que comme le corps de l'artiste est son antenne, comme le corps de n'importe qui, mais comme l'artiste, certains artistes ont vraiment conscience de ça, et bien ça m'a vraiment permis aussi d'explorer dans les premiers temps cette méthode et cette approche, parce que les artistes et les créatifs, et même certains athlètes étaient vraiment ouverts à ça. Donc, je dirais que déjà, c'est une histoire de rencontre. Comme n'importe qui, comme n'importe quel entraîneur, personal trainer,
mentor, il y a toujours, on va pas correspondre à tout le monde. Moi, je cherche vraiment pas à plaire à tout le monde. C'est pas du tout le but. Mais c'est Mhm. toujours des rencontres. Je le vois avec le recul de ces 15 années euh, de pratique, de transmission, ça a toujours été des rencontres. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où déjà on se comprenait. Et à partir de là, je peux te dire que tout part de ton état de conscience. Et tout ce que l'on va faire dans nos entraînements, aussi physiques, aussi intenses soit-il, quand on va aller chercher vraiment de l'entraînement type cross-training, préparation physique, PAO, des choses très intenses, même avec la respiration, même voir la danse et le mouvement, c'est toujours se dire pourquoi je le fais et comment je le fais. Est-ce que je suis vraiment dans cet état de, de conscience que là, je suis en train de faire de la recherche, que je mets en mouvement mon corps, mais que finalement, je mets mon esprit en mouvement, que je suis en train d'aller exprimer des choses qui viennent du fond et qui vont se manifester par mon geste et mon entraînement. Donc ça, évidemment, ça peut paraître un peu nébuleux comme ça, mais c'est pour ça que les séances, il y a toujours un moment de méditation, il y a toujours de la respiration, il y a toujours de l'enseignement. Quand je dis de l'enseignement, c'est de transmettre aussi de manière orale des enseignements que je base encore une fois sur les compréhensions yogiques euh, ou du bouddhisme ou d'enseignements plus laïques, mais sur l'approche de la conscience, de ce qu'est la pensée, de ce qu'est la construction de notre identité. Parce que toutes ces choses-là, elles vont directement influencer la manière dont on pratique. Donc plus la personne se connaît, se comprend, investigue sur elle-même, plus elle va pouvoir se rapprocher en conscience et en intention de sa manière de pratiquer. Et de là, le mouvement va être incarné complètement différemment. La respiration, et tout prend forme, parce que le travail spécifique de respiration, de méditation, eh bien, on le transpose au mouvement, à la préparation physique. Je me mets dans un état de conscience très particulier avant de lever ma barre en haltéro. Déjà, de par nature, parce que ça implique ça de faire cela. Mais quand en plus dans ta séance, tu as pris le temps de méditer, de poser tes intentions, de respirer, d'être vraiment dans cette démarche où tu investis autant ton esprit que ton corps, et ben ta pratique, elle se transforme finalement. Et même tu découvres une autre manière de te dire, oui, il y a des objectifs, et c'est très bien de se donner des objectifs, et ça peut être très précis pour des athlètes, des artistes, mais c'est très bien de se dire aussi que le chemin en lui-même, c'est toute la beauté du voyage. C'est que chaque séance de pratique, sans attendre un résultat, la manière dont je vais pratiquer, c'est déjà un moment de vie intense et un moment d'investigation sur mon être, ce que je suis, et une compréhension. Je peux même confronter justement des blocages et avoir des moments d'insight, de découverte très forts dans les séances. Ça, c'est ce que l'effort nous amène. Mais quand en plus, tu peux avoir cette pratique où tu as déjà investigué l'intérieur de ton corps avec l'interne et la méditation, eh ben, je dirais que les portes sont encore potentiellement plus grandes ouvertes. Mhm. Et parce que c'est vrai que du coup là, on comprend qu'il y a plusieurs casquettes un petit peu dans ce que dans ta pratique. Il y a en même temps une espèce de rôle de, enfin, je dirais pas de psychologue, mais il y a un état quand même de comprendre l'autre, quoi. Comme tu disais, une empathie qui est folle. Est-ce qu'il y a certains profils avec lesquels tu as plus de mal à justement rentrer dans ce genre d'approche ou... C'est très intéressant ta question. En fait, j'adore être confronté à la difficulté. Dès qu'il y a quelque chose qui pose problème, qui me fait peur, entre guillemets, je parle pas forcément des profils, hein, mais je veux dire toutes les zones un peu euh, d'ombre, de ténèbres que l'on a tous en nous, ou des peurs parce que X ou X raisons dans nos vies, dans nos cheminements nous ont amenés à développer des blocages, des résistances. Eh bien, pour moi, il y a déjà quelques années de ça, ça a été la compréhension que là où il y avait de la résistance, c'était justement quelque chose qu'il fallait déjà que toi, tu débloques. Donc en général, quand il y a des profils, je dirais, moins évidents, où la connexion s'établit de manière moins instinctive, bon, il y a des gens, c'est juste, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais je dirais que quand c'est plus une forme de résistance ou de complexité, en fait, c'est toujours d'abord de me poser la question de qu'est-ce qui bloque en moi. Je vais pas projeter sur l'autre euh, le fait que je veux dire, c'est toujours l'enseignant qui est responsable de son enseignement. C'est lui qui doit trouver le chemin pour l'autre. Donc, s'il y a des choses plus difficiles, en fait, ça va trigger, ça va me mettre face peut-être à des choses que j'ai pas encore compris, que j'ai pas encore investigué en moi.
Donc je dirais que de toute façon, toutes les difficultés ou tous les profils complexes, mais je les accueille avec d'autant plus d'enthousiasme parce que ça va être aussi une occasion de moi progresser. Et on progresse avec Bien chacun sûr. de nos élèves. Donc il n'y a pas vraiment de profil plus difficile que d'autres. Après, c'est sûr que assez rapidement dans l'échange, assez rapidement, euh, on va en profondeur. Il y a quand même une connexion où on peut pas se cacher. Euh, je veux dire, moi, j'ai besoin de connaître la personne. J'ai besoin qu'on rentre en connexion de cœur à cœur, au sens euh, fait tomber la barrière, le masque, parce qu'on pourrait rien aller chercher avec les tripes si c'est fermé à ce niveau-là. Donc, Tout à fait. si quelqu'un ne n'est pas complètement, je dirais, honnête dans sa démarche, dans son engagement, ça peut pas marcher. Ça, c'est vrai que j'attends, je suis prêt à me donner à corps et âme, et je n'aime que le faire comme ça dans l'accompagnement et la transmission, mais c'est donnant-donnant, parce qu'on est en co-création. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où quelqu'un ne se lâche pas complètement ou ne se donne pas complètement les moyens dans son ouverture d'esprit ou de cœur de prendre soin de lui finalement, de travailler sur sa personne, je dirais que le processus ne peut pas se mettre en marche. Donc ça, c'est vraiment les premières séances. Pour moi, elles vont vraiment être le temps de se rencontrer. Et parfois, j'utilise beaucoup la méditation, beaucoup la respiration, beaucoup le dialogue avant de commencer la pratique plus physique. Parce qu'on a déjà besoin de se connecter de conscience à conscience, de cœur à cœur, pour après se mettre en mouvement. Bien sûr, et puis il y a aussi voilà, le côté où, par exemple, la personne a une dure journée ou peu importe, et te dire, bon, ok, bon, bah, je vais essayer de faire table rase un petit peu Mhm. des ondes, différents types d'ondes qu'elle a pu recevoir toute la journée, et, euh, et repartir sur une base nouvelle, et justement construire quelque chose via l'entraînement. Et quand la personne va sortir du dojo, elle va se dire, putain, moi, je me sens bien, quoi, tu vois. C'est vraiment l'intention, hein. C'est pour ça que c'est un lieu où, une fois qu'on passe cette porte, c'est au cœur de Paris, donc on est en plein milieu de la matrice. J'ai tout Mhm. fait en sorte pour que tu rentres dans un certain état, que ça te mette. C'est pour mon inspiration, c'est le dojo de Morpheus dans Matrix. Tu as l'image, quoi. On prend la pilule rouge ici, donc on va laisser tout ce qu'il y a eu avant. On va oublier le futur. On va tâcher d'être présent, intensément présent, ici et maintenant. Et donc, il y a toujours ce moment de méditation, de respiration. Je travaille notamment avec une lampe hypnagogique qui travaille aussi sur certaines fréquences du cerveau. Et puis, ces moments d'échange. Le mouvement aussi, hein, le fait de bouger, tout le travail. J'aime beaucoup tout ce qui est la movement culture. Je te parlais en off de mon frère de cœur, Nomad Slim. Euh, tout ce qui est l'approche notamment d'Ido Portal, elle est incroyable parce que c'est devenu un philosophe par le mouvement, par le corps. Donc ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Et d'avoir eu la chance de travailler de manière étroite avec les danseurs, d'avoir moi-même dansé sur scène dans des performances, de voir à quel point en fait le corps et le mouvement, c'est pour ça que sport pour moi c'est difficile d'employer ce mot. Je dirais le mouvement, à quel Mhm. point en fait c'est libérateur, à quel point c'est transcendant et à quel point on peut complètement transformer une personne à partir du moment où on lui donne le bon cadre et les bons outils pour qu'elle puisse s'exprimer et aller chercher sa manière de se mouvoir. Mais ça prend du temps. Et c'est vrai que au début, bah, tu vas avoir des profils qui vont avoir plus de mal à être libres de leur mouvement parce que c'est la tête qui bloque. C'est ah de quoi j'ai l'air, mais non je sais pas danser ou c'est toujours ce type de résistance ou non les arts martiaux c'est pas pour moi, j'ai pas envie de taper. En fait, c'est toujours se dire quels sont tes schémas limitants là-haut et comment est-ce que l'en descendant ici par le corps, par les autres étages, le cœur, les tripes, etc. Comment est-ce que l'on va faire du déblocage, tu vois, euh, dans les résistances mentales. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette approche holistique, c'est que tu vois qu'après un certain moment de pratique, bah, tout se rassemble. Une personne qui avait certains blocages, peut-être qu'avec la respiration, on a réussi à débloquer des choses. Avec la méditation, il y a eu d'autres compréhensions. Avec le mouvement libre, on a débloqué son corps et cette personne, elle est d'autant plus libre émotionnellement, mais elle est d'autant plus libre dans son entraînement vraiment de préparation physique parce qu'elle comprend mieux ça. Elle incarne mieux son corps. Quand elle va attraper sa barre, cette main qui a bougé en danse ou en arts martiaux ou qui a touché le sol par le travail de mouvement, eh ben, elle va venir saisir une haltère complètement différemment. Tu vois, c'est que des exemples. Mais Mhm. c'est ça l'approche holistique. C'est de trouver avec intelligence et discernement comment, grâce à plusieurs voies, tu vas pouvoir proposer celle qui fait le plus de sens avec ce profil ou avec des groupes. Parce que je travaille aussi avec c'est pas que du suivi individuel, hein. Il y a des groupes, même parfois beaucoup de monde, hein.
Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a aussi les dynamiques de groupe. C'est comment est-ce tu vas réussir à faire naître un peu cette force qui permet à un groupe dans son énergie collective de rapidement s'exprimer, de rapidement avancer ensemble. Et ça, Hmm. c'est passionnant en fait, parce que c'est très subtil. Toi, tu dois le sentir. N'importe quel entraîneur, n'importe quel artiste, n'importe quelle personne qui transmet ou qui gère des groupes, tu dois être très très sensible et finalement percevoir des choses invisibles. C'est ça. Ah oui, bien sûr. C'est de l'alchimie quelque part. Ouais, totalement, totalement. Et du coup, est-ce que tu arrives même en groupe, du coup, je dirais pas personnaliser, du coup, mais euh, est-ce que tu arrives à sentir un petit peu, enfin, identifier euh, les comportements de chacun, etc., et globaliser, on va dire, parce que forcément, en groupe, tu es forcément obligé de globaliser je dirais pas un entraînement, mais une pratique, en Mhm. tout cas. Est-ce que c'est pas plus compliqué? Je veux dire, est-ce que l'approche n'est pas trop différente d'un entraînement personnalisé? C'est très différent, très complémentaire. Comme je te l'expliquais un petit peu, mon parcours a vraiment commencé par la transmission en one-to-one, en Mhm. suivi individuel, et puis c'est de plus en plus développé vers le collectif. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qui prend le plus en plus d'espace dans, je dirais, mon travail et la transmission, c'est les conférences. Mais c'est pas vraiment des conférences au sens formel. Je viens expliquer quelque chose. C'est plus ce qu'on appelle des satsangs. Euh, on trouve en fait c'est des moments d'échange où on a une investigation commune, où il y a déjà un moment de méditation pour se mettre dans un état de présence, et en fait la méditation continue dans la discussion sous forme de questions-réponses. Donc face à des publics, ça peut être 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500 personnes, ça c'est plus les formats sur lesquels j'interviens aujourd'hui, où une personne va poser une question, mais cette question, elle va nous permettre de plonger dans une discussion profonde et en fait une forme de méditation collective où pendant 2 heures, c'est un format que j'aime beaucoup, au moins 2 heures pour avoir le temps de méditer, le temps de se connecter dans le groupe et en fait d'avoir un dialogue où une personne dans l'audience va poser une question et je vais vraiment prendre le temps de ressentir cette question et de la développer. Et après, en fait, comme on a fait là pour ce podcast, on ne sait pas où on va, mais il y a une justesse dans l'instinct, il y a une justesse dans l'instant. Et ce format, en fait, évidemment, tu vas beaucoup moins loin sous certains aspects que lorsque tu suis quelqu'un en individuel depuis des années. Hein, j'ai notamment un de mes élèves, ça fait plus de 15 ans qu'on se voit. Donc le travail, il est énorme. Mhm. Mais la dynamique de groupe, le fait de se rassembler pour méditer énergétiquement ce qui se passe, le fait d'être dans un moment d'espace comme ça, qui est peu habituel dans notre société, de pleine présence, et d'avoir un moment donc de discussion où on va investiguer sur la nature même de la pensée, de l'esprit, de la conscience, de tenter de répondre à des problématiques de ce à quoi nous faisons face tous les jours dans les conflits internes, externes, tout le fonctionnement, comment dire, anarchique de la pensée, qu'est-ce que la peur, les angoisses, le fait de décortiquer, d'investiguer euh, avec des grands groupes, il se passe des choses très fortes. Parce qu'en fait, quand tu réponds à une question, en général, tu réponds à beaucoup de questions, tu réponds à beaucoup de monde en même temps. Et c'est pour ça que c'est un format qui me parle énormément, le fait de prendre parole face à un grand rassemblement. Parce qu'il se passe quelque chose dans les réunions collectives, vraiment. Et c'est là où je pense que je ne pourrais plus en fait être concentré que sur le suivi individuel. Et c'est pour ça que les formats comme ce que tu proposes aujourd'hui, de podcast, les prises de parole, sont aussi la force de notre époque. C'est de pouvoir avoir des enseignements, des traces euh, comme ça qui restent et qui sont accessibles au plus grand nombre. Et c'est vraiment mon intention la plus la plus forte, je dirais, c'est de tâcher de juste être un vecteur de transmission et de tâcher de rendre des choses accessibles au plus grand nombre. Mhm. Ok, ben, en tout cas, on le ressent dans ta pratique. Ok, donc je vais embrayer sur un autre sujet. Du coup, enfin, tu en as parlé un petit peu brièvement, c'est le cinéma. Mhm. Parce que j'ai fait quelques podcasts du coup sur le cinéma et le sport, parce que je suis moi-même passionné de cinéma. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la préparation physique dans le cinéma. Mhm. En France, en tout cas, c'est un sujet qui est très très peu abordé et qu'on voit pas du tout. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, c'est que il y a la préparation physique.
quand tu le transposes, par exemple, à l'Amérique, hein, je veux dire aux États-Unis, forcément, ça a une toute petite place dans le cinéma français. Et pourquoi, en fait? Hmm. Écoute, c'est un sujet très intéressant parce que je m'y suis particulièrement penché. Donc, à un certain moment, je pense que c'était aux alentours de peut-être, là aujourd'hui j'ai 34 ans, aux alentours de 22 ans, euh, une chorégraphe qui cherchait à travailler avec des artistes martiaux pour sa compagnie de danse m'a contacté. Et là, ça a été une véritable découverte en fait de l'artistique, de la scène, euh, et en fait de pouvoir exprimer avec le corps des choses qui vont nourrir en fait le processus artistique. Donc ça a été la scène, ça a été le théâtre, ça a été la danse. Et en fait, assez rapidement, je me suis aussi intéressé au cinéma, notamment par la rencontre de l'art de la cascade. Donc les arts martiaux au service du cinéma, au service des scènes d'action. Bon, l'art de la cascade, c'est un domaine très très vaste, hein. Il y a les chutes de hauteur, le feu, les cascades mécaniques, équestres. Il y a plein de choses dans la cascade. Mais j'ai plus particulièrement pratiqué et travaillé sur différents films et avec différents artistes, que ce soit acteurs et cascadeurs pendant quelques temps. Donc dans le milieu du cinéma. Et forcément, un cascadeur a besoin d'avoir une préparation physique. Et forcément, un acteur qui veut préparer un rôle physique ou qui veut faire un certain nombre de cascades seul a besoin de cet entraînement, à la fois martial, technique, artistique, mais évidemment physique. Et ayant ce background, je dirais, de préparateur physique et en même temps étant moi-même artiste avec le corps, j'ai commencé à me spécialiser à un moment donné dans la préparation physique d'acteurs et d'artistes. Donc ça, je l'ai fait, et toujours d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est aborder l'acteur, aborder l'artiste comme un athlète, mais en comprenant et en intégrant toute la dimension artistique, en intégrant le travail du personnage, en intégrant tout l'environnement des répétitions, mais aussi l'environnement du plateau de cinéma, tout cet environnement-là qui n'est pas forcément très connu des préparateurs physiques. Mais ayant un pied dans les deux domaines, j'ai pu vraiment développer une approche euh, qui, euh, qui, se, qui se dédiait de manière précise à ces préparations d'acteurs et d'actrices. Et donc, on l'a notamment développé sous forme de stage avec mon ami Florian Beaumont, qui est un cascadeur et un très grand artiste à la fois martial. Il a été premier rôle au Cirque du Soleil à Vegas. Aujourd'hui, il règle des grands films sur des grosses productions. Il a notamment travaillé sur John Wick, Mission Impossible, dans plein de gros films internationaux. Donc Flo et moi, on a créé ce qui s'appelle Action Artiste, où régulièrement on donne des stages, où lui s'occupe de toute la partie vraiment spécifique, physique, je dirais technique pour le cascadeur et l'artiste physique. Donc on a des acteurs qui viennent, des comédiens, des danseurs, pas uniquement des cascadeurs. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie holistique de l'entraînement. Donc, dans les mêmes journées de stage et de préparation, parce qu'on le fait pour les élèves, mais on le fait aussi pour les acteurs dans les préparations de films, on accorde cette approche où bah, moi, je vais vraiment leur faire la respiration, la méditation, mais orientée spécifique au travail de l'artiste et l'entraînement du corps en se disant que si le rôle qui est développé, il doit être physique, il doit être à l'aise dans son corps. Évidemment, on va travailler les performances, on va travailler être en forme, mais il faut aussi qu'on travaille la posture. Hein. Un mafieux va avoir une autre posture qu'un super-héros. Il faut qu'on travaille son apparence physique. Est-ce qu'il a besoin de prendre du poids, de perdre du poids? Et tout ça, en fait, tout ce qui va renforcer le personnage, tout ce qui va nourrir la narration, eh bien moi, je l'intègre dans cette préparation physique et mentale holistique. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec des artistes. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des gros acteurs américain où il y a des grands moyens déployés pour ces productions. Donc on a vraiment du temps, on a des mois de préparation où on peut aller à fond. Hmm. Et c'est génial en fait de se dire que tu abordes ton artiste comme un athlète. Et ton athlète et ton artiste est un athlète, mais au service non plus d'une performance sportive, mais d'une performance artistique. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles à faire. Mais c'est vrai que c'est peu aussi développé en France parce que on a moins de connexion avec la physicalité, on a moins de production d'action et de grosses productions, et les C'est sûr. préparateurs physiques n'ont pas forcément euh,
de connaissance de ce qu'implique le travail de l'artiste et de l'acteur. C'est des milieux qui se rencontrent peu souvent, notamment en France. Mais c'est passionnant. Et c'est passionnant, et je pense qu'avec toutes les séries qui arrivent, avec les plateformes comme Netflix et autres, il va y avoir de plus en plus d'opportunités d'avoir des belles préparations pour tous ces artistes. Hmm. Je pense notamment au film Les Trois Mousquetaires, je ne sais pas si tu l'as vu, avec François Civil qui a été préparé par un champion olympique d'escrime, Yannick Mhm, Borel. bien sûr. Je me suis dit, tiens, il faut que il faut que je le chope pour le podcast. Et du coup, ouais, c'est vrai que cette approche de la préparation, en tout cas dans le cinéma français, etc., est bien moindre. Après, c'est vrai que forcément, bah, les productions de films d'action, etc., sont pas encore assez développées. Je crois que ça commence à venir quand même, cette approche-là, mais c'est vrai que c'est tout le contraire du cinéma américain, hollywoodien, où c'est des grosses machines, des grosses productions, etc., où là, forcément, ça nécessite une préparation particulière Mhm. pour des rôles d'action. Mais ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, avec quel genre d'acteur, du coup, tu as travaillé qui c'était? Oh bah Si je suis curieux. il y en a plusieurs. Peut-être, allez, si on va prendre un profil avec qui on a travaillé, par exemple, Scarlett Johansson quand elle était D'accord. en France. Eh bien, là, le travail que l'on a fait à un moment donné, c'était pour préparer notamment Ghost in the Shell, donc un film où l'adaptation du manga. Là, il y avait forcément un gros travail à faire sur la physicalité. Bon, Scarlett, après, c'est quelqu'un qui est très physique, hein. Elle a fait de nombreuses productions, de nombreuses préparations physiques pour ses rôles. Mais là, c'était génial parce qu'on avait du temps, parce que sa vie personnelle faisait qu'elle venait aussi d'avoir sa fille. Donc, il fallait aussi, comme n'importe quel travail que l'on peut faire avec une femme euh, qui se réathlétise après un moment bah, où elle a pris soin de sa famille et d'être donc plus dédiée évidemment à s'occuper de son enfant et aussi à remettre le corps en place après toute la période d'accouchement, etc. Donc c'était passionnant d'avoir à la fois une réathlétisation, travailler avec une mère qui doit aussi remettre son corps en place, plus avoir une approche artistique d'un personnage comme ce personnage qu'elle allait incarner, donc qui était un mi-robot, mi-humain. Donc il fallait quand même devenir assez une machine physique, hein, c'est le cas de le dire. En plus, il y avait beaucoup de combats, donc on travaillait aussi bien sur même des phases de boxe, tout simplement. Donc c'était des entraînements hyper intéressants parce que il y avait la réathlétisation, il y avait la préparation physique, il y avait de la méditation, il y avait beaucoup de travail animal flow, etc. Et puis il y avait toute la partie combat, boxe, PAO, etc. Donc quand on a autant de temps, quand on a des artistes aussi investis, qui en plus ont cette culture comme celle qu'on a aux États-Unis, où ils sont habitués à se dire, je travaille avec mon acting coach, je travaille avec mon préparateur physique, etc. En fait, ça fait partie déjà de leur état d'esprit. C'est-à-dire que quand ils se préparent pour un film, ce type de profil, ils vont se préparer, mais totalement. Et ça, pour moi, par exemple, le travail avec Scarlett, c'était génial parce qu'on avait le temps et on avait les moyens d'aller loin dans l'entraînement. Mais après, il y a eu plein d'autres profils. Là, je t'en cite un parmi d'autres. Mais Mhm. en Bien tout sûr. cas, ce qui revient pour moi, c'est à quel point ce qui est intéressant quand on travaille avec des artistes, c'est que le corps et l'esprit sont forcément impliqués parce que les artistes ont l'habitude d'aborder leur appareil émotionnel, ont l'habitude d'aborder leur psychologie, que ce soit un danseur ou un acteur, le travail de l'acting, tout leur entraînement, on rentre dans les émotions, on rentre dans les corps plus subtils, on rentre dans la psychologie. Donc l'entraînement, il a tout de suite déjà une dimension où on intègre tout cela. Et c'est ça, moi, Mhm. qui me passionne dans le travail avec les artistes, comme avec les danseurs. J'ai accompagné des compagnies de danse pour leur préparation physique. Mais ce qui est génial, c'est que ils ont tellement de profondeur dans leur rapport au corps que l'entraînement, en fait, il peut prendre des proportions géniales. Et l'entraînement même devient artistique, en fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as eu des occasions, par exemple, d'entraîner des musiciens? Euh, j'ai travaillé déjà avec des musiciens, mais plus sur des séances ponctuelles, notamment avec
un violoniste assez virtuose et c'était assez incroyable de voir à quel point son corps s'était adapté au violon, à quel point il avait une épaule plus haute que l'autre. Et, Mhm. euh, et comme tous les domaines, mais c'est génial, ça me fait penser à plein de choses. J'ai travaillé avec des chefs opérateurs, par exemple, dans le cinéma, un chef opérateur qui m'avait contacté pour créer un programme, parce que comme ils portent tout le temps les caméras, ils ont des choses lourdes, ils prennent des postures bien particulières. En fait, ce qui est génial, c'est que n'importe quel artisan, n'importe quel artiste, donc j'en reviens aux musiciens, ton corps se forme en fonction de ton art, se forme en fonction de ton activité. La chose, c'est que c'est génial parce que tu deviens un avec ton instrument ou les appareils que tu utilises ou avec ton art, mais en même temps, ça crée des carences, des déséquilibres, voire même des douleurs d'un autre côté. Donc, c'est trouver une approche où tu vas comprendre les besoins et l'adaptation du physique de tel ou tel profil, mais comment est-ce que toi, avec ton approche holistique, tu vas pouvoir lui permettre d'être aussi plus équilibré dans sa vie en général, parce que quand on devient un virtuose, par exemple, de violon, bah quand même, ton corps, il a un décalage. Donc, c'est merveilleux pour le violon. Tu ne fais qu'un avec cet instrument, mais sur le long terme, ça peut avoir des problèmes, des contraintes un peu sur ta posture et donc sur ta vie en général. Bien sûr. Mais donc, pour accepter de travailler sur ce corps, il faut aussi accepter de travailler sur ce mental en se disant, oui, je suis complètement dédié à mon art, mais je me limite aussi par rapport à d'autres choses. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir aussi une approche de l'esprit avec des profils comme ça aussi dédiés à une voie et à un art. Et c'est par exemple la méditation, la pleine conscience. C'est pour ça que je pourrais plus les dissocier de juste le travail, juste entre guillemets, hein, parce que c'est déjà énorme. Mais le travail de posture, le Bien travail sûr. physique, il prend son sens qu'une fois que tu es en pleine conscience de ce que tu fais et pourquoi. Mhm. Ouais, bien sûr. Et donc, parmi les artistes avec lesquels tu as travaillé, est-ce que tu as un profil particulier dont tu te souviens particulièrement où tu t'es dit waouh, est-ce que, enfin, j'imagine que chaque expérience, chaque profil t'a encore plus enrichi. Oui, Est-ce oui. que tu parlais de la danse tout à l'heure, est-ce que par exemple, là tu vois, je vais te dire quelque chose, c'est que hier j'ai regardé La Fureur de vaincre avec Bruce Lee, tu vois. Magnifique. Et je voyais vraiment, donc de par ses actions, et je pensais à toi, je me suis dit, c'est vrai que juste ça, t'as un mouvement presque de danse en fait, et en même temps d'arts martiaux, et tu vois, et j'ai trouvé ça hyper inspirant, et dans ta pratique, j'imagine que ça a eu aussi une incidence, ce genre de d'acteur, ce genre de... Bah merci de prendre Bruce Lee comme exemple, hein. C'est clairement une très grande inspiration, évidemment de par les arts martiaux, mais parce Mhm. que il incarne cette voie intégrale, un peu ce dont on parlait en début de conversation, c'est-à-dire Mhm. des humains, parce que je pense que tous les humains, et vraiment j'en ai la conviction, à un certain niveau, on a tous une dimension artistique. Et c'est pas une question de dire c'est bien, c'est beau, c'est pas beau. C'est que tout le monde a une capacité de rentrer dans son langage et de traduire des choses de l'ordre de l'intangible, de l'ordre de l'émotionnel, de l'imaginaire et de les exprimer. C'est juste qu'on nous donne pas forcément les moyens de développer cette dimension artistique. Mais on est tous des artistes. On a tous cette capacité. Et en tout cas, ne serait-ce que pour notre propre bien-être, l'expression artistique, elle est infiniment puissante. Vraiment, de se donner les moyens de s'exprimer artistiquement, c'est quelque chose qui devrait être intégré, et d'ailleurs qui est intégré à bon nombre de thérapies aujourd'hui. Mais bref, pour en revenir à Bruce Lee, ce qui avait d'extrêmement inspirant chez lui, c'est qu'il incarne une voie intégrale en tant qu'artiste martial, combattant, philosophe. Il transmet de la spiritualité, il parle à différentes régions du monde, à différentes générations, il est intemporel, il est toujours là. Et il y avait en fait, cette multidimensionnalité dans ce qu'il était. Il pouvait être euh, ce grand acteur au cinéma, mais en même temps ce maître qui enseignait dans les dojos, et en même temps ce philosophe qui nous a transmis le fameux Be Water, qui en fait tout ça vient du taoïsme et de grands enseignements, mais il l'a transmis d'une manière, il a redonné vie à des enseignements ancestraux parce que lui l'incarne. Et ça, c'est extrêmement inspirant. Et, Mhm. et oui, et ce type de profil, moi, ça m'a profondément parlé. D'incarner déjà ce que tu prônes avant tout, mais dans une voie intégrale, de comprendre que rien n'est séparé. Ta manière de bouger, ta manière
de cuisiner, ta manière de te comporter avec les autres, ta manière de te comporter en public ou tout seul lorsque personne te voit. Toutes ces choses-là, euh, évidemment, je connais pas l'intimité de Bruce Lee. On a tous, encore une fois, nos vulnérabilités, nos zones d'ombre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait Ouais. partie de ces personnes qui intégraient des voies intégrales. Et sa transmission, c'est pareil. On peut dire oui, c'est un acteur, mais on peut dire c'est un maître d'arts martiaux, on peut dire c'est un philosophe. Tu vois, c'est un peu comme ce que l'on disait au début, dans quelle case on rentre. Et vraiment, on Mm. peut être plein de choses. Et je trouve que c'est inspirant des personnes qui assument en fait de déployer tout leur potentiel et ça parle en fait, ça parle. Bien sûr. Et il y avait des grands auteurs comme Miyamoto Musashi qui, dans le traité des 5 roues, qui est un auteur, un ouvrage majeur pour les arts martiaux au niveau philosophique, parle de cette voie intégrale et de ce développement intégral. Qu'un bon artiste martial, c'est aussi un penseur, c'est aussi un artiste, c'est aussi un danseur. Un sabreur est aussi un grand danseur. Et donc quand Bruce Lee, tu le vois dans son art martial, tu vois aussi une danse et tu vois quelque chose d'incarné. Et ça a donné envie à des millions d'enfants de commencer les arts martiaux. Et ça, c'est puissant. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, c'est sûr. T'as bon nombre d'acteurs aussi et de. Après, on parle d'acteurs parce que là c'est le sujet, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens influents, enfin, qui influencent une pratique. Dans les premiers podcasts, forcément, j'utilise beaucoup de références mainstream pour que ça parle aux gens, tu vois. Bien sûr, Mais tu vois, t'as les Rocky, forcément, qui ont complètement. poussé les gens Mm. à se développer, à se dépasser, tout ça, tu vois. T'en as eu d'autres, hein. Je pense à des 300, par exemple, qui se concentrent un peu plus sur l'esthétisme, là, Mhm. pour le coup. Mais voilà, et justement, je pensais aussi à toi, tu vois. En ce moment, tu occupes toutes mes pensées. C'est un truc de fou. Merci Honoré. Euh, En fait, encore une fois, je vais donner une référence mainstream, mais en ce moment, je suis en train de regarder The Walking Dead, c'est la Oui. série américaine sur les zombies, etc. Et en fait, dedans, il y a un personnage qui est très voilà, rebellé contre lui-même, rebellé contre les autres, etc. Et il rencontre quelqu'un qui est professeur d'aïkido. Mm. Alors, je sais pas s'il est professeur ou juste s'il pratique l'aïkido, mais en fait, il lui donne un livre qui s'appelle, alors attends, je crois que j'ai noté, L'art de la paix, de Morie Mo- Ushiba, Morei Ueshiba, c'est c'est le ça. créateur de l'aïkido, le grand sensei, Morei Ueshiba. Ok, bon, bah, tu vois, je savais même pas. Je suis pas très art martial, hein, c'est vrai que mais il faudrait que je m'y intéresse un peu plus parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et dans ce livre-là, donc L'art de la paix, donc le personnage prend complètement une autre tournure et il accepte, voilà, de ne pas tuer, enfin voilà, il prend au mot vraiment ce bouquin. Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé ça chouette en fait que Mm. la série qui de par son côté mainstream arrive quand même à donner des petites clés comme ça, tu vois, juste des petites bribes comme ça de références, tu vois, qui peuvent amener les gens à se renseigner un peu plus, à aller un petit peu plus loin, tu vois. C'est super que tu partages ça parce que euh, aujourd'hui, la grande chance que l'on a avec des arts comme le septième art, le cinéma et tous les différents formats comme les séries, évidemment, il y a beaucoup de bullshit. Hein. Il y a beaucoup de choses, je dirais, qui sont qui nous abrutissent. Hein, on va pas se mentir. Il y a énormément de choses qui nous polluent l'esprit dans tout ce qui gravite. En revanche, dans les œuvres cinématographiques, dans le travail de bon nombre d'artistes, il y a vraiment une intention de transmettre. Et il y a plusieurs niveaux de lecture dans bon nombre de films. Que tu regardes des Fight Mhm. Club, des Matrix, Interstellar, même Dune, récemment. Hein, il y a plusieurs niveaux de lecture et certains y trouveront un très bon divertissement et c'est génial et une belle manière de voyager, des choses très esthétismes et des beaux jeux d'acteurs et des émotions. Mais il y a énormément de choses quand même dans certains films aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'initiatique, qui sont de l'ordre de l'élévation de la conscience. Interstellar, si tu le regardes bien, ou Matrix, tu as la synthèse de nombreux enseignements spirituels dedans. Tu as la métaphore peut-être des enseignements essentiels pour, pour aller vers un éveil, en tout cas une prise de conscience. Tu as vraiment des couches et des niveaux de lecture. Si on reprend par exemple l'exemple de Matrix, qui est pour moi en tout cas une énorme influence. Le jour où j'ai vu ce film, ça a été une pilule rouge. Le dojo est inspiré du Mhm. dojo de Morpheus, comme je te disais. Ouais, Euh, ouais. en fait, dans Matrix, tu as tellement de choses, tu as tellement de couches de lecture sur la nature de la pensée, de l'esprit, l'illusion du soi, les différentes dimensions, la métaphysique, la spiritualité, les archétypes martiaux. Tu as des choses qui viennent du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme. Tu
t'as tellement de codes et quand tu te mets à observer, en fait, même, tu vois, la pilule rouge, on pourrait parler des plantes médecines. Hein, la pilule rouge, c'est un peu comme une médecine de type ayahuasca ou de champignons ou d'autres médecines qui ouvrent tout de suite l'esprit, ce que tu trouves dans Dune aussi, avec l'épice, euh, qui est à Absolument. la base un ouvrage. Hein, ce sont des grands livres. Tout ça pour dire qu'en fait, à notre époque, la culture populaire et certains artistes, on peut parler de Dragon Ball Z, on peut parler de One Piece. Je pense à mon frère Pierre Dufresne qui me cite tout le temps One Piece, que je ne connais pas, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, dedans, tu as un enseignement, tu as une puissance initiatique qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, qui finalement est presque une nouvelle manière de recevoir les enseignements que pouvaient à un certain moment nous donner les cultures spirituelles ou religieuses. Et bien, dans certaines œuvres de la culture populaire, on a cette profondeur d'enseignement, mais en même temps qui est accessible et compréhensible, comme l'étaient les grands mythes et les grandes légendes à l'époque. Mais là, on l'a tout de suite, on peut l'avoir sur notre téléphone, sur notre télé. Et donc, quand on sait bien choisir et bien lire entre les lignes et aller un peu plus loin sur certains niveaux de lecture avec ces grandes œuvres-là, en fait, on nourrit clairement son esprit et on s'éveille et on s'éduque. Et c'est pour ça, c'est génial que tu aies parlé de Morei Ueshiba dans Walking Dead parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si des grands films ou des séries, en fait, peuvent nous donner faim d'aller lire de la philo, euh, d'aller méditer, d'aller justement faire des arts martiaux, etc. Mais vive la culture pop. Et c'est pour ça que on a vraiment besoin de continuer de nourrir ces arts-là et de tâcher de faire le discernement entre tout ce qui est juste de l'ordre de la pollution, de ce qui va juste nous remplir l'esprit et nous faire stagner, et de savoir sélectionner en fait certaines œuvres qui sont très très populaires. On en revient peut-être par exemple à Dragon Ball Z, mais où tu as des valeurs dedans, sur l'amitié, sur la transcendance, sur l'entraide. C'est génial. Et ça, c'est vraiment des choses qui font partie de la beauté de ce à quoi on a tous accès, en tout cas relativement euh, facilement accès à notre époque, à large échelle. Carrément, carrément. Et dans ce qui s'est fait récemment, est-ce que il y a des films qui t'ont inspiré particulièrement, par exemple, des productions Mais, qui t'ont parlé justement? alors, moi, je vis un peu comme un moine quelque part, notamment au dojo, c'est-à-dire que j'ai pas de télé, j'ai pas de Netflix, Ok. je lis beaucoup. Ouais, on Euh, va y venir aussi de ça. on va y venir. Hmm. Mais écoute, très récemment, je vais te reprendre l'exemple de Dune. Je trouve que c'est une œuvre très puissante. Bon, ça part d'un ouvrage très puissant. Mais la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve et l'interprétation, et je la trouve grandiose. Je la trouve vraiment au niveau esthétique, au niveau ésotérique, au niveau métaphysique, au niveau cosmique. Je te fais que des hicks, mais tu vois, je veux dire, il y a tellement de choses dans ce film, dans ces œuvres, ça va très très loin. Et tu as différents niveaux de lecture. En fait, tu vois la naissance d'une religion avec ce que ça a de peut-être entre guillemets négatif du côté dogme et de tout ce que ça a du côté positif au niveau de la foi et de la mystique. Donc il y a des grands archétypes comme on retrouve dans tous les films, le bien, le mal, la dualité. Mais c'est vrai que Dune, je trouve que récemment fait partie des œuvres puissantes, même une réflexion sur l'évolution de l'humanité, des chemins qu'on peut prendre, tu vois, ceux qui vont aller beaucoup plus dans le mental et la robotisation et le côté guerre, et d'un autre côté d'autres peuples qui sont beaucoup plus en phase avec leur environnement, avec leur planète, qui ont une télépathie et un rapport complètement spirituel avec les autres êtres comme les grands vers et qui sont en symbiose avec leur environnement et c'est leur autre élévation de conscience. Hmm. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que quand tu regardes des films comme ça, euh, tu as une réflexion sur aussi quelle direction on est en train de prendre en tant que civilisation, de te positionner toi et de te dire, en fait, la science-fiction, ça devient presque un documentaire et un miroir de ce que l'on est en train de faire sur Terre, comme les Black Mirror ou toutes ces choses-là. C'est vraiment Hmm. un moment de miroir où l'humanité se regarde par le prisme de la science-fiction ou de l'art et finalement, par réflexion, on peut se dire, oh là, cette direction, c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément celle que j'ai envie de prendre. Alors qu'il y a d'autres choses avec la nature, avec la conscience, avec la foi, vraiment avec une spiritualité où on rentre en connexion avec l'environnement. Il y a plein de films où on voit ça maintenant.
Eh bien, donc voilà, moi ça fait vraiment partie des œuvres qui m'ont marqué ces derniers temps. Mais, euh, mais j'aime bien revenir aux classiques, hein. Tu vois, les Matrix, Gattaca, il y en a tellement, tu vois. Ah oui, bah, c'est C'est sûr, infini c'est sûr. presque. Hmm. Mais voilà. Et oui, et donc on parlait de la lecture. Je dirais que c'est mon premier vecteur de nourriture de l'esprit se fait plutôt par le biais du livre que par celui de l'écran. Hmm. Voilà. Ok. Et t'as besoin de ressentir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis, tu vois, qui ont c'est les Kindle, là, tu sais, les livres Mhm. numériques, quoi, ou alors qui ont besoin d'écouter juste un livre audio, etc. Le fait de toucher le livre, tu vois, d'avoir l'objet du livre, les pages, etc. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent que c'est essentiel pour eux, parce que sinon, ils ont pas l'impression justement de connecter, en fait, avec ce que l'auteur a Mhm. transmis. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Je vais être un peu moins tranché sur ça. J'adore l'idée d'avoir le livre et la matière et bon, la chance de vivre dans une ville comme Paris ou d'autres grandes villes où tu vas vraiment dans une bibliothèque ou dans une librairie et tu sens cette odeur du papier, de l'encre, Hmm. de l'impression et tu touches ces objets. C'est magnifique. En plus de se dire que des lettres, des formes géométriques vont se transmuter par le langage et dans ta conscience et va faire naître ton imaginaire. Il y a une magie. C'est incroyable que ce support papier ouvre les champs de ta conscience. Donc j'adore évidemment l'objet du livre et de le toucher, de le sentir et même de pouvoir le transmettre. Parce que c'est ça qui est beau dans un livre. Tu l'as lu, eh bien, tu vas le donner à quelqu'un et il va vivre, il va passer d'une main à l'autre. Donc il y a une vraie beauté dans l'objet. Mais comme tout le monde, pour des raisons de temps, eh bien, je lis pas autant que j'aimerais. Eh ben, euh, par exemple, chaque déplacement, quand je marche dans Paris ou à chaque fois, je vais mettre un livre audio ou un podcast parce que je me dis que tous ces moments-là, c'est des moments où tu peux te cultiver, apprendre, être dans tes réflexions, tes insights. Donc, il y a beaucoup aussi, en plus de livres audio ou de choses que je reçois en audio. En plus, quand tu marches, tu es très réceptif, tu vois. Et c'est vrai que bon bah, c'est pas forcément évident de se déplacer dans les grandes villes. Mais je me dis que toutes ces heures, c'est une bénédiction parce que c'est des heures où tu vas te cultiver et tu vas apprendre, où tu vas voyager dans l'imaginaire. Donc tous les moments où je peux écouter quelque chose, je le fais. Hmm. Je trouve que comme tu disais, le format podcast ou du coup le livre audio s'y prête totalement. Et c'est vrai que quand tu marches, en tout cas pour toi et moi, du coup, j'absorbe beaucoup mieux en fait ce que j'écoute Hmm. à travers le mouvement et à travers ce que j'écoute du coup. Et c'est vrai qu'il y a une symbiose comme ça qui se crée et je trouve ça hyper intéressant de faire ça en tout cas, d'avoir cette approche-là, d'écouter et de se mouvoir en même temps. Ça c'est clair. Hmm. Est-ce que tu as déjà lu à voix haute? Bah, quand je suis seul, ouais. C'est génial de lire à voix haute, d'entendre sa voix, de Hmm. voir le fait de le faire passer à l'oral, c'est encore une autre expérience de lecture et de réception. C'est presque comme si tu l'intégrais encore différemment, de bien l'articuler et de bien le mettre en tonalité. Ça, c'est des exercices que l'on faisait par exemple au niveau artistique pour travailler la diction, etc. Dans la période où je travaillais avec des compagnies. Mais j'ai gardé toujours cette manière de lire. Alors pas tout le temps, mais j'adore aussi lire à voix haute parce que c'est une autre manière d'intégrer ce que tu lis. Et, euh, et c'est pareil, il y a plein de manières de recevoir l'œuvre et ses différents enseignements. Mais c'est vraiment bien aussi de libérer la voix en verbalisant en fait, tu vois. Et bon, c'est Hmm. juste ça me passait par la tête parce qu'on parlait de différentes manières d'aborder les ouvrages et je trouve que la lecture à voix haute Hmm. ou lire pour quelqu'un, c'est aussi une manière différente et assez forte en fait de recevoir une œuvre et une Bien lecture. sûr, bien sûr. Est-ce que tu as lu les textes de Scarlett alors du coup? Non, non, jamais, jamais, jamais. Je l'ai Elle écouté, prenait pas son texte? euh, mais ce qui est beau en plus avec Scarlett, pour en venir à la voix, il y a ce film Her, tu sais, où elle interprète une intelligence artificielle. C'est qu'elle a, Ouais, elle a ouais, une, ouais. elle a une voix sublime avec une diction parfaite, quoi. Donc, Hmm. c'est ça qui est génial aussi quand tu vas voir, bon, tu le reçois dans le cinéma, mais en tout cas quand tu vois des artistes qui travaillent avec le verbe, tu vois, les grands
comédiens de théâtre. J'adore aller à la Comédie Française, par exemple, ou aller voir sur scène des personnes qui mâchent leur texte, qui le digèrent, qui le laissent infuser en eux, et qui leur donnent une musicalité, une âme, une profondeur. Par exemple, ce que Lucchini fait avec les fables de La Fontaine, moi j'adore ce que, par exemple, euh, Léo Ferré faisait avec les poèmes d'Aragon ou d'autres poèmes. Il a travaillé beaucoup avec Rimbaud, les textes de Rimbaud. Entendre quelqu'un qui met en mots avec cette émotion, avec cette intensité, avec ce côté viscéral, le fait d'incarner le texte et de le retranscrire en vibration. Moi, j'adore aussi écouter des personnes. Tu vois, par exemple, Lucchini ou je te dis du Rimbaud lu par ou un autre, par exemple, Denis Lavant. Tu vois qui c'est? Bien sûr, ouais. J'adore le travail de Denis Lavant parce que lui, quand tu vas écouter les poésies, par exemple, encore une fois, du Rimbaud lu par Denis Lavant, ça a une âme incroyable. La force de ce qu'il met dans la musicalité du texte, c'est pas juste de la lecture plate. Il y a vraiment les mots qui prennent une vibration bien particulière. Et ça, moi, j'adore le travail de l'acteur avec le texte, parce qu'on parlait beaucoup de la physicalité, mais c'est une forme de physicalité le texte, parce que tu muscles ta voix comme les chanteurs, tes cordes vocales, ton articulation, ta diction, et tu rends quelque chose de gracieux, et tu donnes vie comme ça à des écrits d'une manière encore tout autre, mais qui touche l'âme aussi. Et on en voit Mhm. moins aujourd'hui, mais vraiment pour ceux qui aiment la poésie, hein, c'est des artistes comme Denis Lavant ou des personnes qui ont chanté des poètes, c'est merveilleux à écouter. Et à chaque fois que tu C'est écoutes, clair. tu trouves quelque chose de nouveau. Mhm. C'est la force de la poésie aussi, hein. Après, tout part en arborisation, hein. La poésie, c'est encore une fois un langage bien particulier qui t'ouvre des champs de conscience. Moi, j'ai l'impression de rentrer en transe parfois en lisant du Baudelaire, du Rilke. En fait, tu touches à des choses qui sont de l'ordre ils arrivent à remettre en mots des choses qui sont indicibles, qui sont presque que tu peux ressentir, mais les mettre en mots, c'est le talent du poète, quoi. Mhm. Tu pars Ah dans oui, c'est une clair. transe littéraire et mystique. J'adore être enivré de poésie. Voilà. Et c'est beau. C'est très beau ce que tu dis. Et en même temps, je pense aussi par exemple aux comédiens pour revenir au cinéma, je pense aux comédiens de doublage, tu vois, par exemple, Ah qui oui. mettent justement une intention dans la voix, des voix françaises voilà, qui ont pris des acteurs de folie et qui malheureusement disparaissent, voilà, au fur et à mesure du temps. Je pense à celui qui doublait du coup Stallone Hmm. ou Bruce Willis, ceux qui sont disparus depuis peu de temps. Des voix avec qui Même on a grandi. exactement, ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Et qui donne une musicalité aussi, un ton, et même on a l'impression que l'acteur, même s'il est américain, s'il devait parler français, il parlerait comme ça, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui est magique, quoi, c'est clair. Ouais, le travail de la voix. Tu vois, en fait, là, notre discussion voilà, en naviguant, en allant avec le flot des choses, je trouve qu'on en revient un peu à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est à se rendre compte à quel point on a tellement de choses en nous et que sans se perdre et s'éparpiller, parce qu'il nous faudrait des centaines de vies euh, pour explorer tout ça, et peut-être que c'est le cas, Mhm. mais c'est merveilleux de voir tout ce qu'on peut faire. Tu vois, là, on parle de la voix, on parle du texte, tout à l'heure, on parlait du corps, on parlait de l'esprit. Nous sommes des êtres merveilleux et magnifiques. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. On parle toujours de tout ce qui est négatif, et Dieu sait qu'il y en a des choses terribles et violentes chaque jour. Mais mettons le doigt aussi, pointons du doigt et célébrons l'humanité et la beauté de ce dont nous sommes capables et la puissance créatrice que nous avons en chacun de nous. Nous sommes des êtres qui avons un potentiel de créer des choses, de manifester notre réalité, de rendre physique nos rêves, nos coups de cœur. Nous avons un potentiel et on a une puissance pour créer qui est vraiment folle. Et ça, on n'en parle pas assez. Mhm. Et chacun Je suis d'entre nous, d'accord. on a cette capacité de créer. On nous a restreints. On nous a pas appris dès l'enfance à utiliser cette visualisation créatrice ou ce pouvoir de l'intention, pour reprendre des termes un peu mainstream, mais au bon sens du terme. Mais ça, Mhm. c'est quelque chose qu'il faut rappeler encore et encore. Nous avons en nous cette capacité de manifester qui est immense. Malheureusement, comme on ne le sait pas, on manifeste de manière inconsciente plus souvent
des choses un peu négatives, hein, des maladies, les blessures, les cancers, toutes ces choses-là, on les manifeste. C'est nous qui les créons par notre mal-être, nos incompréhensions, les circonstances de vie qui n'ont pas été bien comprises, intégrées, mises sous la lumière de la conscience. Tout ça pour dire qu'on crée tout ce qui nous arrive quelque part. Euh, Bien sûr. on crée le bon, on crée le mal si on veut être très, très polarisé. Mais juste de savoir que tu es capable de faire ce que tu veux réellement en termes de si ton cœur, si ta foi, si ton amour est suffisamment fort pour telle ou telle entreprise, pour telle ou telle création, ça va se produire. Il ne faut pas douter de ça. Et ça, Hmm. c'est l'être humain. Nous sommes de puissants créateurs. Carrément. Et de vecteurs d'émotions. Complètement. Hmm. Les artistes sont l'exemple et l'incarnation de cette créativité. Mais les artistes sont des humains, profondément humains. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qu'en tant que, voilà, qu'en tant que personne qui accompagnons, qui transmettons, c'est toujours de permettre euh, aux personnes qui en douteraient, parce qu'il y en a plein qui en ont conscience, heureusement, mais aux personnes qui en douteraient de leur puissance de créer, de leur puissance de réaliser leurs rêves et d'accepter de sortir du conformisme et du formatage pour s'exprimer et être libre. Hmm. Ça me parle totalement ce que tu dis. Tu vois, je suis allé sur Bordeaux ce week-end et j'y pense parce que ça me fait tilt. J'ai assisté au premier concert de mon meilleur ami qui a un groupe de métal, tu vois. Mm. Donc, bon, moi je suis dans le métal, lui aussi, depuis qu'on se connaît depuis des années, j'allais dire Ok. des dizaines d'années. Euh, et, euh, et en fait, donc, il m'avait envoyé donc, son album avec son groupe et tout ça, qui est très bien produit, très bien mixé, etc. Et puis, les morceaux que j'ai écoutés donc en studio, tu vois, d'un seul coup, ils prennent vie. Tu Mm. vois, il y a eu ce truc, cette transformation un petit peu du studio, de chaque note, de chaque juste moment musical en fait, et ça a pris vie, et ça a pris une dimension qui était incroyable. En plus, bon, ils avaient un bon son, ils avaient des bonnes lumières, tu vois, donc ils ont vraiment fait leur premier concert dans les meilleures conditions possibles. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est l'intention de créer, l'intention de, tu vois, de donner vie à ce que tu crées aussi, c'est magnifique, voilà. Vraiment. Bah, merci de le partager. Comme tu dis, c'est Mhm. magnifique. Et on a autant d'exemples comme ça que nos amis ou les personnes euh, qui ont choisi et qui ont eu le courage justement de manifester leurs rêves et ce qu'ils avaient en eux. Et c'est inspirant. Et on doit Mhm. se nourrir de toutes ces inspirations parce que Ouais. ce n'est pas extérieur à nous. Cette force d'inspiration et cette force de restitution, elle est présente en chacun de nous. Et, euh, et en plus, quand c'est tes amis et que tu peux aussi te réjouir de voir quelqu'un que tu aimes qui a manifesté cette chose dont il te parlait depuis des années, c'est sublime. Et c'est des Mhm. cercles vertueux. Toi, ça te donne envie d'aller d'autant plus dans ce que tu veux créer et ainsi de suite. Comme tout est communicatif, comme nous sommes tous en interdépendance et donc interconnectés, et forcément on peut véhiculer des énergies négatives, des émotions négatives de manière très facile, mais de la positivité, de l'enthousiasme, hein, de l'étymologie, avoir Dieu en soi, théo, enthousiasme. Vraiment le véhiculer, c'est aussi une responsabilité. On a tous des épreuves, on a tous des coups durs, mais faire de ces moments d'épreuve des tremplins pour l'élévation, de se dire que tout ce qui nous arrive, quoi qu'il arrive, je vais l'embrasser avec gratitude, comme si je l'avais choisi, et je vais m'en servir pour m'élever, pour m'exprimer. Pour certains, ça donnera Mhm. naissance à une œuvre, pour d'autres à une entreprise, mais se dire que tout ce qui nous arrive, on peut en faire quelque chose de profondément créateur et de le vivre, tu vois, de l'incarner avec enthousiasme, de recevoir ces épreuves il y a toujours après les ténèbres la lumière, il y a toujours moyen de polariser. On parlait d'alchimie tout à l'heure, d'amener des choses apparemment difficiles ou clairement difficiles, mais des choses apparemment négatives à en faire quelque chose qui va nous permettre de nous éveiller. Ça, c'est Mhm. la capacité de l'être humain et de C'est clair. l'évolution. Mhm. Et j'allais te poser la question parce que tout à l'heure tu nous disais que chaque personne était artiste, chaque individu l'est. Euh, Est-ce que pour les gens qui... Parce que j'ai connaissance de personnes, par exemple, qui sont pas sensibles
je sais pas, à de la musique, à de la poésie par exemple, ou à d'autres choses, est-ce qu'il y a des clés comme ça que tu donnerais, même par exemple dans une séance où tu convies quelqu'un dans ton dojo, etc. Est-ce qu'il y a des gens que tu as déjà croisés qui ont pas justement cette ouverture d'esprit, ce truc de se dire, ok, on est tous Hmm. artistes et il y a quelque chose qui m'a parlé dans le spectre artiste, dans mon spectre artistique et dans cette élévation de l'âme un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et je pense que dans la question, tu as émis quelque chose qui, en quelque part, fait la synthèse de ce que pourrait être une réponse. C'est la Mhm. sensibilité ou la sensitivité. Beaucoup d'entre nous ont été, par les circonstances de la vie, par la manière, la société dans laquelle nous avons grandi, la manière dont on a été éduqué, formaté, etc., on a été insensibilisé aussi. On perd de la sensibilité, de la sensitivité, au sens où l'émerveillement de la vie, au sens où on peut prendre contact avec certaines choses, que ce soit la nature, même si on dit la nature, mais nous sommes la nature, mais bon, c'est un exemple. La sensibilité de recevoir la beauté d'un arbre, d'un soleil couchant, du vol d'un oiseau, la beauté d'une mélodie, d'un jeu d'acteur, d'une peinture, d'une sculpture. Toutes ces choses-là, euh, elles touchent notre sensibilité. Et je dirais que des personnes qui ne sont pas touchées par ça, évidemment, il n'y a pas à imposer quoi que ce soit. Chacun est sensible à des choses différentes. Et c'est la Bien beauté de sûr. la différence. La grande, je dirais, la grande nuance à faire, c'est que aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans un monde de division par l'incompréhension de la différence, alors que la différence, c'est la beauté même, c'est la multiplicité. C'est justement ce qui est différent, mais c'est génial parce que ça donne un autre prisme, un autre regard sur la vie. Et c'est ça la beauté de l'humanité, c'est toute sa différence et toutes ses Exactement. nuances. Tout à fait. Mais dans ce monde, il y a beaucoup d'insensibilisation. Et je dirais que la réponse à ça, ça serait de trouver comment permettre à cette personne de reconnecter avec son cœur, avec son âme d'enfant, avec cet être qui arrive au monde, l'enfant, et qui s'émerveille, qui découvre cet environnement avec un regard où il n'y a pas encore le feedback d'une identité qui aime, n'aime pas, connaît pas, une pure réception. Et c'est ça l'état d'éveil, c'est ça l'état de méditation, c'est être au contact de ce qui est et être pleinement dans sa sensitivité, les sens et sa sensibilité émotionnelle. Donc les personnes qui ont plus de mal à être touchées, et moi j'en côtoie, j'en rencontre, c'est trouver un biais pour leur permettre de réouvrir cet enfant intérieur, ce cœur, et de réouvrir cette sensibilité. La méditation est un vecteur, est une voie très puissante, parfois longue et fastidieuse, mais en tout cas, et puis il y a les moments d'intégration, je veux dire, la méditation c'est bien, mais il y a les moments de discussion, comme on le fait là. Mais c'est surtout permettre à chacun de se réouvrir. Et je dirais que naturellement, une fois que tu réouvres ton cœur, que tu te reconnectes à la vie, que tu sors un peu de ta bulle de protection hermétique, où tu projettes finalement plein de choses que tu connais autour de toi, c'est-à-dire j'aime pas, au final, c'est quelque chose que tu projettes hors de toi. Et finalement, tu ne vois que la réflexion de ce que tu aimais. Tu vois pas vraiment les choses. Donc, retrouver de la sensibilité, en fait, c'est d'enlever le tissu du connu, de la mémoire, du jugement, du j'aime pas, de oh ça c'était une expérience positive donc je veux la réitérer, ou ça c'était une expérience négative donc je veux m'en protéger. Mais par la réouverture du cœur et donc d'aller vers cette méditation authentique, en fait la sensibilité revient naturellement. Et si la sensibilité revient naturellement, potentiellement le goût pour l'art, le goût pour le beau, le goût pour le, le transcendant revient parce que ça aussi ça fait partie de l'essence humaine. Nous sommes des êtres où on a cette capacité de s'émerveiller. Et c'est ça aussi qui a contribué, je pense, au fait que nous soyons des animaux un peu différents des autres. C'est qu'il y avait quand même cette capacité à être dans l'émerveillement qui était particulièrement présent en nous, dans notre appareil émotionnel et sensible. Tout à fait. Tout à fait. Euh, alors attends, je regarde un petit peu mes petites notes que je me suis mis. Il va me rester une dizaine de minutes. Voilà, juste Ouais, pour. Mais c'est oh, bien, ça fait t'inquiète. déjà. Ouais, ah bah ça fait 1 heure et demie, Ouais. putain, j'ai pas vu le temps passer, tu Mais vois. oui, ces conversations, tu sais, moi, c'est pareil, j'adore ça. Et voilà, c'est
un grand plaisir d'échanger avec toi et tu vois d'avoir une résonance dans justement cette sensibilité de. Enfin, je veux dire, c'est des discussions qui peuvent durer très longtemps. Mais Ah oui, bah, là, on est parti pour 5 heures, là. oui, parce Ça qu'en même s'arrête temps, pas. ce qui est intéressant, c'est comme on se met dans cet état de flow et on se met dans cet état justement de méditation au sens, tu Mhm. t'ouvres, je m'ouvre, nous sommes en connexion. On peut vraiment avoir une investigation commune. Donc c'est comme si on ouvrait d'autant plus notre vecteur et ça passe par nous et on reçoit. Et en fait, c'est comme si on téléchargeait petit à petit des données et on les traite ensemble, tu vois. Mhm. Et tant qu'il y a cet enthousiasme et cette passion, l'énergie, elle est quasi illimitée. C'est exactement ça. Et ce que j'aime bien dire aussi sur le podcast, c'est que j'invite en premier lieu des gens qui sont passionnés déjà, tu vois, et qui ont justement ce flow. Donc, moi, j'adore parler avec des gens passionnés parce que si tu les arrêtes pas, ils débitent, tu vois. Mais c'est incroyable. Moi, j'adore ça, tu vois. J'adore ça vraiment. Et c'est super. C'est super. Et du coup, ouais, j'avais une question aussi sur sur la lecture, donc sur le, les différentes œuvres littéraires qui t'ont amené aussi à cet entraînement holistique. Est-ce que tu as je sais pas, des œuvres, qu'elles soient mainstream ou non d'ailleurs, hein, est-ce que tu as, des petites pistes, Des des petites bouquins à pistes. recommander, ouais. Mhm. J'en ai déjà parlé sur beaucoup de podcasts, euh, mais je continue d'étudier la transmission de Jiddu Krishnamurti. Voilà. D'accord, ok. Au niveau de la conscience, de la méditation, de la compréhension de l'humain et de son fonctionnement d'esprit dans la transmission non dogmatique. Donc tout l'œuvre, hein, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de causeries, il y a beaucoup de satsang, tu trouves des choses sur YouTube. En tout cas, les ouvrages de Krishnamurti, je ne peux que les recommander, vraiment. Mais après, il y a plein de choses. Hein. J'ai particulièrement aimé différents ouvrages justement de maîtres comme Morei Ueshiba qui traitent de la philosophie autour des arts martiaux. Il y en a plein hein, dans le zen, les arts martiaux. Euh, tu as dans le mainstream, tu sais, tu as des choses qui sont assez fortes pour commencer, comme Eckhart Tolle, Wayne Dyer, c'est un super auteur aussi. Hmm. Euh, tu vois, ces types d'ouvrages, j'aime beaucoup. J'aime aussi les biographies, tu vois, tu as des biographies, je sais pas, je pense à celle de Mike Tyson, il y a plein de choses qui me passent comme ça par la tête, mais c'est super aussi parfois de lire un grand parcours de vie. Euh, j'ai beaucoup appris avec les philosophes, notamment les stoïques, Marc Aurèle, Mhm. Sénèque, fantastique, hein, toute cette littérature autour du stoïcisme. Il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, il y a tout je dirais tout ce qui est ouvrage philosophique. Et puis on a parlé de la poésie. Alors ça, c'est pas un langage qui parle à tout le monde, mais il y a tellement de différents poètes et de différents textes autour de la poésie. Comme c'est des petits ouvrages, parfois, hein, suffit d'ouvrir un petit poème tous les jours pour avoir une petite ouverture de cœur ou de conscience. Voilà, chacun d'explorer aussi quel type de poème, quel type de littérature peut le faire vibrer. Moi, c'est vrai que j'ai une vraie, voilà, sensibilité pour, je dirais, la poésie et tout ce qui est philosophique, hein, les ouvrages de toute la pensée, même autour du taoïsme, hein, le Tao Te Ching, Lao Tse, ça c'est pareil, c'est très puissant. Hein. Mhm. Sun Tzu, l'art de la guerre, voilà, tous Ouais, ces ouais, ouvrages classique. un peu iconiques. On parlait de Miyamoto Musashi tout à l'heure, le traité des 5 roues. Voilà, ça c'est vraiment des ouvrages puissants. Et puis il y a aussi le yoga, il y a la vie de Yogananda, autobiographie d'un yogi. Voilà, il y a différents ouvrages aussi autour de grands auteurs ou de sages qui ont transmis des choses par les voies yogiques qui sont très intéressantes parce qu'on a aussi une autre approche du corps et des différents corps, une autre approche de l'explication de ce qu'est l'âme, une autre vision de la vie physique et spirituelle. Donc c'est intéressant aussi d'aller dans différents continents dans nos lectures, d'aller voir les grands ouvrages de l'Asie, hein, de l'Amérique latine, de l'Afrique. Enfin, je veux dire, il y a tellement de différentes visions du monde. On parlait des voyages tout à l'heure, mais voyageons aussi par les différents auteurs. On connaît forcément beaucoup les auteurs avec lesquels on a grandi. On nous en a parlé dans notre éducation, mais vraiment d'aller voir aussi sur d'autres continents. Alors, j'ai découvert comme ça des auteurs, j'en avais absolument pas entendu parler, mais leur manière d'écrire, c'est autre chose. Et déjà, comme c'est un autre langage, même s'il est traduit, c'est une autre composition de la conscience, avec une autre
lecture du monde. Donc forcément, toi, ça t'ouvre aussi une porte parce que tu sors un peu de ton identité européenne ou occidentale et tu rentres dans une autre manière de percevoir la vie. Donc si on voyage un peu moins géographiquement, bah, encore une fois, grâce aux ouvrages, on voyage spirituellement. Exactement. Oui, oui, totalement. Totalement. Et justement, dans la pratique, moi, dans ma pratique de la musculation, j'aime bien lire entre mes Hmm. séries et mes temps de repos, tu vois. Bien. Bon, je parais toujours bizarre aux yeux des gens quand je suis avec mon bouquin et tu vois sur le banc et tout Ça, ça. c'est bon signe. Ouais, Le non-conformisme. exactement. On est d'accord. On est d'accord. Et, euh, et là, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Marc Aurèle, donc Penser pour Hmm, moi-même, qui est un bien sûr. classique, hein, évidemment, tu vois. Et c'est vrai que le fait de lire et en même temps d'avoir cette pratique, ce mouvement du corps, etc. en même temps, j'ai vraiment l'impression de juste d'être connecté à moi-même à 100%, quoi, tu vois. Et j'ai pas forcément besoin. Alors oui, bah, bien sûr, tu vois, je suis avec mes écouteurs, etc. Je mets même pas de musique parce que j'ai Hmm. juste envie d'être dans une bulle, effectivement. Parce que forcément, bon, on connaît la musique des salles de sport, voilà quoi, qui est un peu, voilà, je vais pas te mentir que ouais, ça me fait chier. Mais, euh, mais tu vois, juste le fait de mettre les écouteurs et juste avoir le bruit, enfin, ouais, Hmm. d'être dans une espèce de bulle, quoi, tu vois, Hmm. et d'avoir mon bouquin et ensuite, hop, je chope mes haltères ou tu vois, ou ma barre ou quoi que ce soit. Et bon, j'ai l'impression de passer pour un extraterrestre, mais ce que tu me dis, forcément, ça me parle. Et je pense que ça peut parler à beaucoup d'autres gens qui n'osent peut-être pas justement quitter ce conformisme. C'est drôle que tu dises ça parce que moi j'adore faire ça et avec un de mes élèves qui est un grand fan, enfin fan c'est pas le mot, mais un grand lecteur du stoïcisme, on faisait ça et on lisait du Marc Aurèle. Je l'entraînais, mais pendant la séance, la récupération, c'était la lecture de Marc Aurèle. Et tu vois, il y a un côté, comme tu dis, un peu étrange, mais célébrons justement notre non-conformisme et d'être bizarre euh, au sens, tu vois, courant. Enfin, je veux dire, osons être étranges, justement. Ça, c'est Hmm. déjà un point qui est super, c'est-à-dire d'être libre de faire ce qui, toi, te fait vibrer. Euh, évidemment, là, on parle de d'excentricité, mais pas dans le but de provoquer quoi que ce soit. On parle de toi qui as compris que dans ton entraînement, tu pouvais autant nourrir ton cœur, ton esprit que ton corps. Ben ça, c'est holistique. Donc oui, c'est pas conforme de lire de la philosophie à la salle, mais en même temps, pourquoi pas? Et en même temps, toi, ça te fait du bien. Et c'était ce que Marc Aurèle prônait d'ailleurs, Hmm. l'élévation du corps et de l'esprit. Hein, Totalement. les stoïques, il y en a plein qui étaient quand même des grands athlètes. Il y Hmm. avait ce moment de philosophie et le moment de l'entraînement physique et même du combat. Donc, moi, ça me parle évidemment ce que tu fais et je dirais que ça, c'est complètement une approche holistique, tu vois, justement. Hmm. C'est te dire que ce moment que tu dédies à ta pratique, tu le dédies autant à la culture mentale que la culture physique. Hmm. Tout à fait. Et j'adore ce mot culture, justement parce que voilà, je me nomme culture athlétique et c'est bien pour quelque chose, tu vois. C'est que Mm. il y a ce côté effectivement culture physique, culture tout court, et ce mot est un espèce de mot totem, quoi, tu vois, que tu peux Mhm. utiliser dans tellement de sens différents qui est super chouette, quoi. Magnifique. Hmm. Génial. Bon, écoute, Bon, quel bel écoute, échange, hein. ouais. Bah, ça donne envie d'avoir un épisode 2 quoi, tu vois. Avec joie. Alors, j'imagine que je suis toujours en flou, là, sur, Ouais, ouais, bah oui, toujours. t'es toujours Bon, en flou. bah, très bien. Tu sais quoi? C'est bien. C'est, c'est juste une voix qui parle et, à travers un être approximatif. C'est c'est ça. Mais, Bah, du coup, j'en profite pour dire aux gens d'aller suivre ton travail donc sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux sur lesquels on peut te suivre non, pour l'instant, je concentre surtout sur Instagram. Je me dis que voilà, de tout Ouais. rassembler sur un vecteur, c'est bien. Et c'est un espace dans lequel aussi je communique sur tous les événements, qu'il y ait des retraites ou voilà ou des rassemblements, des choses autour de ces thèmes que sont la conscience, l'approche holistique. J'en parle vraiment sur Instagram. Donc Hmm. voilà, c'est le moment, c'est l'endroit en tout cas où j'ai pas envie trop de m'étaler à différents endroits. Je me dis au moins un endroit pour se donner rendez-vous, bah ça donne moins de chances de se perdre. Exactement. Tout à fait. Et comme ça, vous pourrez savoir à quoi ressemble Steve. Accessoirement, même si c'est pas bien important. Mais oui, voilà. L'important, c'est l'échange qu'on a eu qui était super riche et vraiment, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. Notre échange, donc n'hésitez pas à dire si vous voulez un épisode 2 parce que
voilà, j'avais encore d'autres trucs, hein, j'avais encore plein de notes dans mes trucs, mais voilà, on aura le temps pour un autre épisode, si bien sûr Steve est d'accord, et puis si vous êtes d'accord aussi dans la continuité de ces épisodes. En tout cas, merci beaucoup Steve d'avoir pris de ton temps pour échanger avec moi, c'était super, vraiment. Merci à toi, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et écouteront. Euh, et au plaisir de continuer ou de reprendre cette discussion finalement. Mhm. Euh, Là, on l'a fait à distance. Pourquoi pas t'accueillir au dojo une prochaine fois, Je serais qu'on soit en totalement... physique, sans les affres de la technologie. Donc Ouais. voilà, pourquoi pas un Mhm. prochain rendez-vous en présence. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir aborder ces sujets qui me touchent particulièrement. Ben moi aussi. Et puis je t'avoue que j'étais un peu pas stressé, mais j'étais tellement impatient de notre échange, tu vois. Je me suis dit putain, c'est une pointure le mec, il va loin parfois des questionnements, etc. Je me suis dit est-ce que je vais être au niveau de répondre, bien rebondir sur des choses comme ça. Et bon, je pense que ça a été, Et tu mais sais, mais déjà merci. Mais je pense que le seul niveau, c'est le niveau du cœur. mhm. Tu fais ça avec passion, ça se sent. C'est ce qui m'a donné envie voilà, de répondre à ton invitation. À partir du moment où on fait ce que l'on aime, c'est forcément juste. Il n'y a pas d'autre niveau que celui du cœur. Et d'ailleurs, la surcomplexité, euh, finalement, ça restreint enfin, la simplicité dans les choses. Donc, c'était parfait en tout cas. Merci. Bon bah super. Bah écoute, nous on va se laisser là. Yes. Donc je vais arrêter le record, rester un petit peu avec moi. 30 secondes. Et puis voilà, nous on se dit au revoir. Et puis à bientôt pour un prochain épisode sur Culture Athlétique. Salut à tous. Salut à tous.